Mesdames et messieurs, l'image que je m'apprête à vous présenter devrait heurter votre sensibilité. Il aurait été préférable, j'en conviens, d'en flouter certaines parties, mais je tenais à vous montrer le tableau dans son ensemble. Je tenais à vous montrer le tableau sans le moindre artifice. Enfin, je dis tableau, mais je pourrais parler de scène de crime, car c'est ce dont il s'agit, une scène de crime. Impressionnant, n'est-ce pas? Vous me direz, cela ne ressemble pas à une scène de crime conventionnelle, mais laissez-moi opérer un léger zoom. Qu'en dites-vous? Nous avons bien affaire à un crime, non? Un crime d'une violence et d'une ampleur inouïe, à tel point que l'on pourrait parler de catastrophe. Oui, de catastrophe, au sens où les dinosaures qui ont vu arriver la météorite l'entendent. Sauf que cette fois, c'est nous, les propres victimes de cette catastrophe, qui en sommes les instigateurs. Sauf que cette fois, la météorite ne viendra pas des profondeurs de l'espace, mais de nos poubelles, de nos usines et de nos rivières. Elle ne sera pas composée de roches, de glace et de métal en fusion, mais de sacs plastiques, de masques jetables et de nappes d'hydrocarbures. 10 millions de tonnes. C'est la masse de déchets plastiques qui pénètrent dans les océans chaque année. Depuis que ce speech super angoissant que je suis en train de vous livrer a commencé, l'équivalent en volume de 12 piscines olympiques pleines à craquer de déchets viennent de pénétrer dans les océans de la planète. À ce rythme-là, les scientifiques estiment que d'ici 2050, demain donc, 99% des animaux marins auront ingéré du plastique. D'ailleurs, si on considère le plastique qui se trouve dans les océans en plus de celui que les poissons ingèrent, bientôt, très bientôt, il y aura plus de matière plastique que de poissons dans les mers de la planète. Notre planète. Bien entendu, je pourrais continuer pendant des heures à vous livrer des faits, des chiffres, tous plus alarmants les uns que les autres, sur la pollution de la planète. Et qu'est-ce qu'on y gagnerait au final? De la fatigue, de l'angoisse, peut-être même une certaine léthargie. Pourtant, je ne suis pas en train de vous livrer un cours de mécanique quantique théorique, mais bien de vous livrer des faits sur la pollution de nos océans. D'ailleurs, je serais bien incapable de vous livrer un cours de mécanique quantique théorique. Ce que je peux faire, en revanche, c'est essayer de vous donner de l'espoir. Mieux, de faire en sorte que chacun d'entre vous, ici dans cette salle ou derrière vos écrans, vous fassiez partie de cet espoir. Bonjour à tous, je m'appelle Baptiste Jagoury, je suis un étudiant à l'ESTACA, une école d'ingénieurs spécialisée dans les transports, et je suis le fondateur d'un projet étudiant de robots-tortues ramasseurs de déchets dans les ports. Si je suis ici devant vous aujourd'hui, ce n'est pas tant pour vous parler de mon projet, mais de ce qui m'a motivé à le lancer. Revenons au début, si vous le voulez bien. Depuis que je suis tout petit, ma passion, c'est créer. Quel que soit le support, quel que soit le produit final, j'aime me creuser les méninges pour concevoir quelque chose qui n'existait pas auparavant. Cela a commencé avec les Lego, ce qui est assez ironique quand on sait dans quels matériaux ils sont faits. Puis avec le dessin, la peinture, la sculpture, l'écriture et même le design graphique. J'aime créer. Aussi, quand je suis arrivé au lycée, il m'a fallu m'interroger. Comment faire en sorte que cette créativité ait un sens? Comment faire en sorte qu'elle soit utile? Au départ, je ne visais pas forcément une utilité à mon prochain ou à la planète. Je voulais simplement que mes idées, ma créativité puissent changer quelque chose en bien, changer quelque chose en mieux, bref, s'exprimer. Mais j'aimais la science, et j'étais bon en sciences. Alors je suis allé en terminale S, la voie royale pour les esprits scientifiques. Cependant, très vite, je me suis rendu compte que je n'étais pas un scientifique. Être un scientifique, c'est vouloir observer, comprendre et expliquer. Moi, je ne voulais pas percer les mystères de la création, je voulais être créateur. Et quelle discipline se trouve à la frontière de la compréhension et de la création, à la frontière de la science et de l'art? L'ingénierie, bien sûr. Si vous ne me croyez pas, laissez-moi vous rappeler que l'ingénieur le plus célèbre de l'histoire de l'humanité était également le plus grand scientifique et le plus grand artiste de son temps. Ou pour le dire autrement, la main qui a peint la Joconde appartenait à la même personne qui a observé le vol des oiseaux pour concevoir les toutes premières machines volantes. Je suis donc rentré à l'ESTACA, une école d'ingénieurs spécialisée dans les transports, avec un objectif très simple, apprendre à créer. À ce moment-là, je n'imaginais pas que cet apprentissage, je le mettrais au service des océans. Je voulais simplement, comme Léonard de Vinci, réaliser des machines volantes. Pour moi, et comme pour lui, la machine volante, c'est la quintessence de l'ingénierie. Alors je suis rentré dans la filière aéronautique, le domaine technique où l'on construit des avions. Mais j'aimais la mer. Et comme vous, j'imagine, j'étais conscient de l'état dans lequel elle se trouvait. Je me disais simplement, quelqu'un d'autre va bien finir par s'en occuper. À l'image de la vaisselle sale qui reste dans l'évier, on est tous conscients du problème. On se dit simplement que ce n'est pas à nous de le régler, puisque ce n'est pas nous qui avons mis ces déchets-là ici, en tout cas pas directement,
et que quelqu'un d'autre finira bien par le faire. Puis un beau jour, quelque chose nous fait prendre conscience de la situation. Quelque chose nous fait prendre conscience de notre inaction. Pour ma part, l'élément déclencheur a été une émission de télé. Je ne pourrais pas vous dire le titre de l'émission ou la chaîne dans laquelle elle est passée. Tout ce dont je me rappelle, c'est qu'on y voyait des plongeurs descendre en mer Méditerranée, non loin des côtes, avec plein de corbeilles, pour ramasser les déchets qui se trouvent au fond de l'eau. Et à la fin de la journée, toutes leurs corbeilles, qui étaient très nombreuses, étaient toutes pleines à craquer de déchets plastiques. Alors, dans un premier temps, comme tout le monde, je me suis dit, quelle horreur. Sauf que ça faisait 3 ans que j'étudiais l'ingénierie et je commençais à avoir des réflexes d'ingénieur. Alors, dans un second temps, je me suis dit, est-ce qu'une machine ne pourrait pas faire ça? Ramasser les déchets? Mieux, est-ce que cette machine ne pourrait pas ressembler à un animal? Quitte à se déplacer dans l'eau, pourquoi pas lui donner des traits ou des aptitudes animales? Quoi de mieux pour sensibiliser le grand public à la problématique des déchets que de donner à un robot des caractéristiques animales? Cela a un nom, cela s'appelle la bio-inspiration. Et vous savez qui d'autre pratiquait la bio-inspiration? Léonard de Vinci, mon idole. La boucle est bouclée. Ni une ni deux, je prends mon téléphone et j'appelle des étudiants avec qui je veux travailler depuis un moment pour monter un projet. Je leur expose mon idée et après quelques atroces nuits blanches à attendre leur réponse, j'ai enfin constitué mon équipe. Ensuite, par définition, puisqu'il va s'agir d'un projet associatif, il faut qu'il soit hébergé par une association. C'est ce qui se passe dans mon école, mais c'est ce qui se passe dans beaucoup d'autres écoles. Un projet va dans une association pour recevoir un soutien administratif et financier. J'appelle donc le président d'une association de passionnés navals de mon école et je lui expose mon idée. Il accepte. J'appelle 2 professeurs afin qu'ils tutorent le projet et suivent les élèves. Ils acceptent. Mais le projet ne naît pas encore officiellement. Pour cela, il faut qu'il soit défini clairement. Dans les semaines qui suivent, mes camarades et moi-même, nous nous creusons la tête. Nous cherchons quel animal pourrait nous servir d'inspiration. Très vite, nous nous arrêtons sur la tortue de mer. Pourquoi la tortue de mer? C'est très simple. La tortue de mer est une véritable danseuse. Elle est très agile. Elle sait parfaitement se déplacer dans les 3 dimensions sous l'eau. Mieux, son corps est rigide et creux, ce qui est idéal pour servir de contenant à déchets. C'est horrible de le dire, mais Mère Nature a optimisé ces animaux pour qu'ils soient capables de ramasser les déchets. Et puis d'ailleurs, l'idée de concevoir un robot tortue qui va ramasser ce sur quoi les tortues ne devraient jamais tomber nous plaît beaucoup. Alors c'est décidé, la tortue de mer sera notre muse. Le projet Green Turtle est né. Le chemin est long jusqu'à la mise à l'eau de ce robot. 1 an et demi après le lancement du projet, nous n'avons encore aucun prototype fonctionnel. Mais nos modèles 3D sont terminés et nous commençons à rentrer en contact avec des entreprises pour acquérir du matériel, fabriquer des pièces et recevoir de l'expertise sur ce que nous avons déjà fait. D'ailleurs, là où ce projet est fantastique, c'est que nous n'avons même pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour contacter les entreprises. C'est elles qui nous joignent pour s'associer. Alors bien sûr, la situation sanitaire et les confinements successifs ont freiné leurs ardeurs. Mais elles commencent à revenir et le projet repart de plus belle. D'ailleurs, au-delà des entreprises, nous avons aussi un fort impact médiatique, alors même que nous n'avons pas de robots, c'est important de le dire. Nous avons plus d'une 60aine d'articles dans la presse, une dizaine de passages radio et 4 passages à la télévision, dont un en dehors de l'Europe. 2 ONG, l'une basée à Oslo et l'autre à Hong Kong, nous ont même contactés pour acheter des robots tortues. Pour la première fois de ma vie, j'ai dû refuser de donner de la documentation en mandarin. Cet exemple, celui de ce projet étudiant, montre bien que les technologies, les projets de protection de l'environnement, de protection des océans, on le vend en poupe. Je ne sais pas si Green Turtle va marcher, mais je sais une chose, c'est que j'ai bien fait de le lancer. Quand j'ai démarré dans ce projet, je n'étais qu'un étudiant de 3e année dont l'expérience professionnelle se limitait à quelques jobs d'été et 2 expériences de stage découverte de l'entreprise. Je n'avais aucune légitimité, ni professionnelle, ni scolaire, puisque je n'étais qu'à la moitié de ma formation. Mais avec le recul, je me dis que c'est justement ce qui a fait ma force. Les études ne doivent pas se résumer au partiel et au stage. N'attendons pas d'être diplômés pour monter quelque chose. Bien au contraire, peut-être que nous ne sommes jamais aussi libres de créer, de lancer des projets qui réveillent, des projets qui secouent, des projets qui ont du panache, qu'au moment de nos études. C'est le moment ou jamais pour lancer des projets, des initiatives en faveur de l'environnement, en faveur de la planète. Souvent, j'ai entendu dire que notre génération était née 100 ans trop tard pour explorer la Terre et 100 ans trop tôt pour explorer l'univers. Moi, je pense qu'elle est née pile au bon moment pour sauver la planète. Merci.